Et le troisième temps de cette dispute consacrée ce soir au livre avec un petit ouvrage de Ben Lerner, petit par la taille, un romancier dont nous avons parlé par 2 fois dans la dispute pour ces 2 romans publiés en français, en tout cas, au départ d'Atocha et 10h04, tous 2 publiés chez l'Olivier. Ce soir, il s'agit d'un court texte publié chez Alia, intitulé « La haine de la poésie », dans une traduction de Violaine Huisman. La haine de la poésie, là on rentre dans le dur, Elisabeth Franck Dumas, avec ce titre, alors qui est vraiment le titre original dans sa traduction très littérale. Oui. Ce texte de Ben Lerner, je dis texte parce que c'est un essai, en même temps il parle beaucoup de lui, c'est presque un récit autobiographique finalement. Oui, comme d'habitude avec Ben Lerner, il parle beaucoup de lui, et puis il mélange les genres, et puis il finit par parler beaucoup de poésie et d'incapacité à écrire de la poésie, mais je rassure les auditeurs, il fait ça avec beaucoup d'humour, là encore, et beaucoup d'intelligence. Peut-être livre précision, parce que j'ai dit on connaît nous comme romancier, mais aux États-Unis, il est connu d'abord comme poète. Ben Lerner, il a d'abord été poète, mais il est d'abord connu poète. comme romancier. Oui, enfin, on n'est même jamais si très ses romans célèbre sont par les arrivés romans. Après. Voilà. Mais il a une œuvre de poète. Oui, il a une œuvre de poète. Je crois qu'elle n'est pas traduite. Non, elle n'est pas traduite. C'est pour ça que je mais non, précise. là-bas aussi, il est plus connu comme romancier puisque c'est la thèse du livre. Hein. Tout le monde déteste la poésie, donc personne ne le connaît comme poète. Bon, le titre est provocateur à dessein, évidemment, parce qu'on a envie d'aller y voir de plus près, surtout quand on sait que Ben Lerner est poète. C'est un drôle de titre. Alors, la haine de la poésie, c'est pas pourquoi haïr la poésie. Sous-entendu, on va vous donner des raisons de haïr la poésie, même si c'est exactement ce qu'il fait. Mais pourquoi on la hait? Pourquoi tout le monde déteste la poésie? Et alors là, nos auditeurs se disent, ah bon, tout le monde déteste la poésie? On pensait qu'au pire, les gens étaient indifférents à la poésie. Mais non, la thèse de départ, c'est vraiment, Ben Lerner l'explique, tout le monde déteste ça, à l'intérieur comme à l'extérieur, dedans, dehors. C'est-à-dire les lecteurs, les non-lecteurs, et puis les poètes. Alors les poètes publiés, vous voulez dire? Les poètes publiés, on lui pose la question. Les poètes publiés, les poètes non publiés, les très mauvais poètes, il en est quelques exemples. Alors quel est le problème? Comme il le dit lui-même, le problème fatal de la poésie, ce sont les poèmes. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, vous lisez ça, vous éclatez de rire si vous êtes comme moi. Je trouve ce livre très très drôle. Mais en fait, le problème, c'est tout ce qui se perd finalement entre le désir de faire prendre forme à une certaine, à une expérience de la réalité, à une forme de transcendance, d'accès au divin, que sais-je, et puis le moment où on le couche sur le papier. Alors cet échec-là, c'est pas quelque chose de très nouveau. On pense beaucoup à Beckett, je trouve, dans le livre. J'attendais le moment où il allait en parler. Il n'en parle pas, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, la première raison de la haine de la poésie, c'est cet écart impossible à combler entre le poème idéal, l'idéal de poésie avec un P majuscule, et puis le poème réel, celui qui finit par être écrit, la poésie avec un petit P, qu'on vous fait apprendre par cœur à l'école, une dichotomie qu'il emprunte au poète et critique Alan Grossman, qui fait que la poésie n'est pas difficile, elle est impossible. Ça fait que tout le monde la déteste. Les poètes, parce qu'ils accumulent les échecs, à tel point, comme le décrit Ben Lerner, que même l'échec, le fait de démissionner est devenu une convention poétique. Incroyable le nombre de poèmes où les poètes racontent qu'ils arrêtent. Et puis les lecteurs qui en attendent trop, qui en attendent à la fois trop, pas assez. Ils montrent combien... Alors il va lister toutes les critiques qu'on a pu faire à la poésie à travers l'histoire, qui se contredisent d'ailleurs souvent entre elles. Tout y passe, et en plus d'être un livre extrêmement informatif, érudit, assez beau, je reviendrai sur des exemples précis, c'est aussi un formidable ouvrage de rhétorique, puisqu'évidemment l'idée de rhétorique inversée, de rhétorique négative, puisqu'évidemment l'idée de Ben Lerner, on l'aura compris, c'est que toute cette critique de la poésie ne sert qu'à montrer en quoi elle est précieuse, ne sert qu'à la faire aimer davantage. Et comme tout bon ouvrage de rhétorique, il est aussi plein d'exagération, de mauvaise foi, d'humour, son expérience personnelle, il exagère, il critique les critiques, il critique les défenseurs, tout le monde y passe, Platon, Whitman, Sidney, Shelley, et un pauvre malheureux qui s'appelle William McGonagall, et qui a écrit, selon Wikipédia, le pire poème de tous les temps. Et c'est vrai qu'il est quand même... C'est un beau titre. Gratiné. Bon, la plus grande mauvaise foi étant évidemment que si la poésie est un échec, c'est justement pour ça qu'elle est encore vivante. Voilà, et ça, il ne le dit jamais, mais on le devine, on le sait, on le comprend. C'est le sous-texte, la poésie ne peut être qu'un échec. Ne peut être qu'un échec, donc on continue. Voilà, pour rater mieux, comme dirait l'autre. Mais donc voilà, je trouve que c'est
pas mal de moments assez émouvants, justement, parce qu'il parle de son expérience personnelle, parce qu'il relie la position du poète à celui de l'enfant, et parce qu'il détaille aussi certains poètes qu'il aime, certains poèmes. Je trouve que c'est très réussi et qu'évidemment, ça atteint son objectif de vous donner envie déjà d'aller lire tous ces poètes, à part peut-être William McGonagall. C'est belle défense de cette haine, si je puis dire. C'est le titre, la haine de la poésie. Étienne de Montetti, sur ce livre de Ben Lerner. Alors c'est un livre qui est tombé au milieu de mes lectures de rentrée de manière sympathique, un peu comme une contre-programmation, parce que je me faisais la remarque que nous vivions ce qu'on appelle une rentrée littéraire, et que dans cette rentrée littéraire, il n'était question que de romans, comme si la littérature, ça n'était que le roman, et la poésie est devenue vraiment le parent pauvre de la littérature contemporaine, pour ne rien dire du théâtre en tant que texte lui-même, mais ça c'est un autre sujet. Donc j'ai lu cet essai avec beaucoup d'intérêt. Il m'a rappelé, non pas Beckett, mais Marcel Aimé, le confort intellectuel, dans lequel Marcel Aimé, à plusieurs reprises, évoque de la poésie. Il dit, je me souviens il désosse un poème de Baudelaire, je crois que c'était La Beauté, pour montrer l'insigne faiblesse de Baudelaire. Et puis à un autre moment, il y a un faux poème moderne, un poème sans vers, etc., issu de la Résistance, un peu abscon, faut bien le reconnaître, et dans lequel duquel il fait une analyse de texte prodigieuse pour montrer des choses que probablement l'auteur lui-même n'aurait jamais trouvé. Et c'est pour dire que voilà, c'est la poésie toujours l'occasion, et Ben Lerner le monde, de parler de manière très très profonde, effectivement, de cette question de la création, puisque poème, je crois que ça veut dire créer, création. Et puis de l'impossibilité d'arriver au bout de ses rêves. J'ai été un petit peu gêné par ces citations, tout simplement parce que la poésie est impossible à traduire, évidemment, et qu'on a du mal soi-même, quand on n'a pas le texte original, mais moi je ne parle pas suffisamment anglais pour apprécier les vers d'Emily Dickinson, ou même c'est du misérable McGonagall, pour savoir véritablement si c'est si bien ou si épouvantable. C'est de ma faute, évidemment, mais la traduction... C'est une question insoluble. Voilà, la traduction d'un essai sur la poésie avec des exemples qui sont ceux de la culture de l'auteur, évidemment, je me suis un peu heurté à ce problème. Par exemple, à un moment donné, il cite un poème d'un dénommé Baraka, qui est, dit-il, le poète lauréat du New Jersey. C'est sur le World Trade Center. Alors, il reprend en vers les thèses conspirationnistes sur le sujet, sur lesquelles je peux avoir une opinion. Mais alors, ce qu'il en fait poétiquement parlant, ça, j'avoue que j'ai pas pu savoir si c'était si exécrable ou pas. Il évoque un sujet très très intéressant, c'est la place du poète dans la société. Là aussi, c'est très anglo-saxon, le fait que les présidents américains demandent à des poètes de célébrer leur investiture, ou le fait que le Royaume-Uni est un poète officiel. En France, le poète, c'est un personnage privé, pour pas dire rebelle, maudit. C'est Rimbaud, le poète, ou Nerval. Et donc, cette question de savoir à quoi sert un poète dans la société m'a énormément intéressé. C'est vrai qu'il s'inquiète du fait que Barack Obama reprenne cette tradition de demander à un poète d'écrire un poème, et il s'inquiète aussi du choix de la poétesse en question, choisie par Obama. Donc bon, là c'est encore humour, mauvaise foi, et en même temps il touche des choses assez sensibles sur Rimbaud, alors que lui forcément lit en traduction. Ben Lerner, quoi qu'il parle un peu français, non, il a vécu à Paris un moment, non, Ben Lerner. Enfin, il n'est pas français. De langue maternelle. Comment un anglo-saxon lit-il Rimbaud? Mais il dit des choses justes sur Rimbaud. Oui. Justement, sur celui qui a probablement le plus approché la question du poème. C'est ce qu'il dit. De la poésie, oui. Les poètes, évidemment, qu'on révère le plus, c'est ceux qui arrêtent très très vite. Et donc, il cite, c'est quoi, Colson, l'américain? Non. J'oublie son nom. Et Rimbaud comme exemple parfait, puisque ils arrêtent très tôt. Ils ont tout compris. Grégoire Le Ménager. Oui, je suis très content d'avoir lu ce livre. Je suis très content qu'il ne soit pas plus long, parce qu'il est très dense. Ça, le titre est formidable. Toutes les premières pages sont formidables. Enfin, effectivement, il cultive un sens du paradoxe avec beaucoup de malice. Là aussi, il y a un trauma. C'est comme chez Fabrice Imbert, le trauma de l'écolier qui doit apprendre une poésie, qui choisit la plus courte, mais qui se rate, parce qu'il est incapable de délivrer sa poésie.
Non, mais la haine de la poésie, elle commence à l'école. Oui, bien sûr. Non, mais il décline très finement ce thème de la haine de la poésie qu'il détecte un peu partout. Effectivement, il y a quelque chose qui gêne un peu, enfin qui moi, j'ai pas fait une thèse de doctorat en poésie américaine, donc c'est vrai qu'il cite des auteurs dont j'ai jamais entendu parler, il cite des textes et il fait des remarques assez pointues quand même sur la prosodie, quoi, enfin, de ces textes, et pour le coup je peux absolument pas apprécier ça, donc il y a quelques pages qui me sont un peu tombées des mains quand même. Le livre est un peu victime de son érudition pour un lecteur français moyen comme moi. En revanche, dans la toute fin, on retombe sur des choses que je trouve très très intelligentes, et en particulier, Étienne disait c'est dommage, la rentrée littéraire, on parle que de romans et pas de poésie. Et lui, d'une certaine manière, il répond à ça, parce qu'il dit qu'en fait, tout ça, c'est une illusion d'optique, et que la poésie, c'était pas mieux avant. Alors, il tape sur des poètes contemporains, mais finalement, il nous montre que Whitman, si j'ai bien compris, que dans la poésie de Whitman, il n'y a pas ce qu'on a mis dans la poésie de Whitman depuis. On en a fait le grand poète américain qui réussit à réconcilier l'expression d'une singularité et de l'universel. Il dit mais non, c'est pas vrai. La poésie, c'est jamais complètement universel. Et quand on le croit, c'est parce que on est un mâle dominant blanc et qu'on a pris pour de l'universalité l'expression d'un mâle dominant blanc, et que c'est très très compliqué d'arriver à l'universel. Et que la poésie, c'est toujours l'expression d'une singularité. Et ça, je trouve qu'il en parle vraiment très bien, et toujours avec de la malice. Enfin, c'est assez docte, mais c'est pas pédant non plus. Non. Donc non, voilà, je suis content de l'avoir lu. Elisabeth Franck-Dumas, un ou deux exemples que vous vouliez citer pour terminer? Non, mais alors, bon, c'est vrai, oui, alors j'avoue que peut-être que j'aurais dû me poser cette question. C'est vrai que j'en ai un peu lu de la poésie en anglais. Je trouve vous êtes tout à fait bilingue, vous. Que c'est très bien traduit. Pas du jeu. Je trouve que c'est très bien traduit. Voilà, il faut féliciter. Alors, je ne sais pas si les poèmes ont également été revus dans la traduction par Violaine Huisman, je ne sais pas. Ou non, ça je ne sais pas, mais je les trouve très bien traduits. Et par exemple, Dickinson. Bon, ça, je pense que peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu ce nom. Peut-être sont-ils allés voir le magnifique film de Terence Davis consacré à Emily Dickinson. Bon, on va pas débattre sur le film, mais allez-y. Bon, alors une des caractéristiques de la poésie de Dickinson, qui apparaît évidemment en traduction aussi, et qui n'a pas besoin de traduction d'ailleurs, c'est l'utilisation des tirets. C'est quelque chose, on reconnaît même visuellement immédiatement un poème de Dickinson parce qu'il est plein de tirets. Et il a cette image merveilleuse, il dit qu'il s'est toujours imaginé que ces tirets étaient des indicateurs des limites du réel. Et je trouve ça magnifique, il livre comme ça des toutes petites analyses qu'on peut recevoir sur quantité de poètes, et c'est vrai ce que Grégoire Le Ménager pointait est tout à fait exact. Alors, non seulement il y a des poètes qu'on a mal lus, mais en plus on a détesté la poésie de tout temps. Ce n'est pas récent, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'y intéresse pas. Parce que tout le monde a écrit des poèmes quand il était adolescent. Voilà. Et seuls les plus grands, disait Cocteau, ont réussi à le faire oublier. Mais non, donc voilà, ça fait des millénaires qu'on déteste la poésie. Tout ça n'est pas nouveau, et pourtant elle est encore là. La haine de la poésie, le beau titre, évidemment très ironique, de Ben Lerner, comme tout ce qu'il écrit, profond et ironique, ça le qualifie assez bien. C'est chez Alia, dans une traduction de Violaine Huisman.